L'heure, c'est l'heure. Il y a rien. Je déteste quand j'arrive à l'heure à une réunion et que les gens ont déjà commencé. Ça arrive quelquefois. Et voilà, l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ça n'est plus l'heure. Avant l'heure, ça n'est pas l'heure. Et je vois qu'il est 11 heures. Donc maintenant, on peut y aller. Le cours de la semaine dernière s'est intéressé aux deux royaumes situés immédiatement au sud du Djebel Sinjar, celui du Yamoutbal, avec sa capitale Andarig, et celui du Numra, dominé par Kourda. Nous avons vu comment, pendant le règne de Zimrilim et au-delà, ces deux entités entretinrent des rapports qui étaient à la fois très proches et souvent très agressifs, quels qu'aient été les nombreux rois qui se sont succédés sur les deux trônes, d'où l'étiquette de frères ennemis que nous leur avons accolée et qui est presque mot à mot traduit de certains textes les concernant. Nous allons aujourd'hui déplacer le regard vers la zone située un peu plus à l'est. Nous avons vu que, d'un point de vue physique, cette région se caractérise par une série de plis anticlinaux dirigés nord-ouest-sud-est qui séparent la région située directement au sud du Sinjar de la vallée du Tigre. C'est une région qui a vu plusieurs fouilles, la principale ayant porté sur Tel al-Rima. Une fois n'est pas coutume, le cours d'aujourd'hui sera divisé en 4 parties. Nous allons d'abord retracer les étapes de la fouille de Tel Rima et examiner les problèmes qu'on a rencontrés pour en établir le nom antique. Nous verrons qu'il s'agit de Katara. Puis nous étudierons la région de Katara depuis l'époque de Samsi-Adou jusqu'au roi Radnurabi. Dans un troisième temps, nous nous déplacerons à Karana avec l'étude du règne d'Askur-Adou et nous finirons par la période où le palais de Tel Rima fut occupé par la princesse Iltani juste après la chute de Marie. Dans un premier temps, je commencerai par présenter le contexte, puis les fouilles de Tel Rima, la publication des textes découverts et enfin l'histoire de l'identification du site. Après la Deuxième Guerre mondiale, Max Mallowan, l'époux d'Agatha Christie, vous vous rappelez, décida de ne pas retourner en Syrie pour continuer à fouiller les deux sites de Chagar Bazar et de Tel Brak. Il retourna en Irak pour reprendre la fouille du site néo-assyrien de Nimroud par lequel les Anglais avaient commencé au milieu du XIXe siècle. David Oates, qui s'était déjà intéressé à l'Irak du Nord, comme nous l'avons vu la semaine dernière, devint son assistant en 1955, puis dirigea la fouille de 1958 à 1962. J'ai eu la chance de pouvoir visiter Nimroud dans le cadre du colloque sur les ziggourats qui s'est tenu à Bagdad en 1998. Et lorsque j'ai pris cette photo, j'étais loin d'imaginer que la ziggourate serait rasée au bulldozer au printemps 2015. Quelle horreur! En 1964, Oates décida d'ouvrir un nouveau chantier. Son objectif était de mieux connaître la Syrie au second millénaire. Or, les sites dans la région de Nimroud ou de Ninive avaient des occupations néo-assyriennes trop importantes pour qu'on puisse atteindre facilement les couches antérieures. Et Oates connaissait déjà la zone au sud du Sinjar, c'est donc là qu'il a voulu s'installer à la suite des prospections faites par Seton Lloyd et par lui-même. Et il choisit le site de Tel al-Rima. Son travail sur le terrain a été facilité par sa résidence à Bagdad en tant que directeur de la British School de 1965 à 1969. Et donc, c'est l'occasion pour moi de dire quelques mots de cette institution. La British School of Archaeology in Iraq a été fondée en 1932 grâce à un legs de la célèbre Gertrude Bell. Après une vie d'exploratrice et de diplomate, elle devint directrice des antiquités en Irak et c'est elle qui a fondé le musée de Bagdad en 1923. Elle mourut en 1926.
Le premier directeur de la British School a été Max Mallowan, qui a installé l'école à Bagdad. Il a eu comme successeur Seton Lloyd, qui a été remplacé en 1964 par David Oates, et de nombreuses fouilles ont été menées en Irak sous l'égide de la British School. Leurs comptes rendus sont parus régulièrement dans le journal Irak, qui a été fondé en 1934, à côté bien entendu d'autres articles. À la suite de la prise du pouvoir par le parti Ba'ath en 1968, la vie de l'école devint plus difficile jusqu'à ce qu'elle soit finalement interdite en 1973. Et le directeur d'alors, Nicholas Postgate, a réussi à la faire survivre sous un autre nom d'allure moins pérenne, l'expédition archéologique britannique en Irak. Une sorte de bilan a été publié à l'occasion du cinquantenaire de l'école en 1982. La suite a été à nouveau problématique puisque en 1990, les locaux de Bagdad ont dû être évacués en raison de la guerre du Golfe et en particulier, il a fallu évacuer la très riche bibliothèque. Et donc, dépourvu d'implantation locale, tenant compte des difficultés rencontrées par les recherches archéologiques de terrain du fait de la situation politique, l'école a dû changer de stratégie. Depuis 2007, elle a reçu un troisième nom, plus large thématiquement et chronologiquement, qui reflète ces transformations, l'Institut britannique pour l'étude de l'Irak, qui est désormais connu sous le sigle de BISI. Et je signale pour terminer que le British Institute a mis en ligne un grand nombre de publications sous forme de PDF en libre accès. Je vous ai mis le lien sur le PowerPoint. Après ce petit excursus, retour à Tel Rima. Le site se trouve à 13 km au sud de la petite ville de Tel Afar, qui servit de base à la mission de fouille avant qu'une maison ne soit construite sur le tel lui-même. 5 campagnes ont eu lieu chaque printemps, de 1964 à 1968, une sixième et dernière en 1971. Au départ, il s'agissait d'une expédition conjointe à la manière de ce que Anglais et Américains avaient fait à Our sous la direction de Woolley. La British School et l'University Museum de Philadelphie unirent leurs ressources pour 4 campagnes. Et puis, à la suite du retrait des Américains, c'est l'Université de Cambridge qui a pris le relais. Plusieurs chantiers ont été ouverts, dont 2 seulement sont notables pour l'épigraphie. Au sommet du tel, le chantier A révéla un temple, sans doute voué à la déesse Ishtar, dont l'état final est d'époque néo-assyrienne. Son entrée était protégée par une statue du monstre Humbaba de grande taille. Si vous voulez tout savoir sur Humbaba, l'épopée de Gilgamesh et d'autres aspects de la mythologie mésopotamienne, eh bien, vous pouvez lire le que sais-je que Nele Ziegler vient de publier. Dans la ville basse, à 200 km au nord-est de l'Acropole, un palais a été découvert au chantier C. La difficulté à cet endroit venait du fait que le niveau paléo-babylonien ne se trouvait pas juste sous la surface, comme on l'avait vu par exemple pour Tel Leilan, mais déjà à 6 mètres de profondeur, et donc la totalité du bâtiment n'a pas pu être dégagée. Et puis il y a eu d'autres secteurs, A, S, B et D, mais qui n'ont rien donné qui nous intéresse directement. La publication des textes découverts a mobilisé pas moins de 6 assyriologues, certains d'entre eux étant alors en train d'éditer les nombreux textes néo-assyriens qui avaient été découverts dans les fouilles de Nimroud depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les textes médio- et néo-assyriens ont été confiés à Henry Sachs, Donald Wiseman et Nicholas Postgate, les textes paléo-babyloniens à David Hawkins, Christopher Walker et Stephanie Page, devenue Madame Delay, qui a publié également des textes un texte néo-assyrien. Alors, dans le détail, ça donne ceci. Dans le temple du chantier a été découverte en 1967 une stèle du roi néo-assyrien Hadad-Nirari III, dont la publication a été confiée à celle qui était alors une jeune étudiante, Stephanie Page,
Et puis, il y a eu une tablette néo-assyrienne découverte près du temple dans la même année, qui a été publiée par son condisciple Nicholas Postgate. Les textes médio-assyriens ont été catalogués et partiellement publiés par Henry Saggs pour les textes de 65 et Donald Wiseman pour ceux de la campagne suivante en 1966. Et les textes paléo-babyloniens ont été publiés par le trio Dalley, Hawkins et Walker dans un livre qu'on a pris l'habitude de désigner par le sigle de OBTR, donc Tablette paléo-babylonienne de Tel Rima. Dans la table des matières, les chapitres ont été, un peu malheureusement, à mon avis, répartis en fonction des auteurs et non pas de la provenance des tablettes. Et donc, si on rétablit un ordre logique, on voit d'abord ce qui concerne le palais. Il y a eu 18 tablettes découvertes dans la salle 2, on verra l'unité qu'elle constitue. Le gros lot, c'est-à-dire 204 tablettes, est constitué par les archives d'Iltani qui ont été publiées par Stéphanie Dalley, on y reviendra dans la dernière partie. Et puis d'autres lots ont été découverts dans d'autres pièces, une archive de la bière par exemple, un total de 58 tablettes qui ont été publiées par Christopher Walker. Voici une photo des tablettes en cours de fouille. À l'époque, la tradition et même la réglementation voulaient encore que les missions embauchent des travailleurs spécialisés originaires de Sherkat. Sherkat, c'est le village voisin de l'ancienne Achour, qui s'appelle aujourd'hui Kalat Sherkat, le château de Sherkat, et les ouvriers avaient été formés par les Allemands à la recherche de la brique crue dès avant la Première Guerre mondiale, une compétence qui s'est transmise de père en fils. Et j'ai moi-même connu Daoulay à Larsa en 1974. C'était quelqu'un d'absolument remarquable. Et c'est lui qui a compris qu'il fallait dégager l'enduit des demi-colonnes du temple, tout simplement parce qu'il en avait déjà fouillé d'analogues à Tel Rima 7 ans plus tôt. Donc, retour à l'inventaire, on a également des tablettes qui ont été découvertes dans le temple, 21 dans les pièces 2 et 17, qui ont été copiées et éditées par Stéphanie Dalley, et puis 48 qui ont été découverts dans l'escalier du niveau paléo-babylonien du temple et qui ont été copiés et édités par David Hawkins. L'identification de Tel Rima a été une affaire longue et compliquée à laquelle j'ai participé avec Jean-Marie Durand. Dans un premier temps, une stèle datant donc du roi néo-assyrien Adad-Nirari III a été découverte et le nom du site y était Zamarou. Son éditrice avait prudemment souligné que ce nom n'était celui de Tel Rima qu'à la condition que la stèle n'ait pas été déplacée depuis un autre lieu, mais une tablette néo-assyrienne découverte la même année a permis à Postgate de confirmer que Tel Rima s'appelait alors Zamarou. Mais ce toponyme est inconnu au deuxième millénaire. Il faut donc supposer que Tel Rima avait un autre nom, et c'est Henry Saggs qui, sur la base des textes médio-assyriens qu'il publiait, avait estimé qu'il devait s'agir de Katara. Mais au moment même où son article était sous presse, eh bien, la jeune assyriologue, à qui les tablettes paléo-babyloniennes avaient été confiées, déclarait que le nom antique de Tel Rima était Karana. Et donc, il a fait un petit ajout dans son article en disant « bon, on va voir ». L'argument de Stéphanie Page Dalley était assez simple. Karana semblait avoir joué un rôle de plus grande importance que Katara. Or, les vestiges du temple et du palais fouillés à Tel Rima sont impressionnants, donc il est plus vraisemblable qu'il s'agisse de Karana que de Katara. Ça, c'était l'argument initial qui n'est pas repris dans la publication définitive de OBTR. Dans ce livre, Stéphanie Dalley a examiné 3 candidatures, respectivement celles de Katara, de Razama et de Karana. Elle a commencé par écarter l'identification de Rima avec Katara pour 2 raisons. D'abord, elle dit que le fait que Katara soit la ville la plus fréquemment mentionnée dans les textes médio-assyriens n'est pas un argument recevable, car, dit-elle,
most of the economic texts from Mari do not mention Mari. Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul pour l'époque où elle écrivait, en 1976, mais aujourd'hui, avec l'aide d'Archibald, on peut dire que c'est totalement faux. Dans les textes de Mari publiés jusqu'à présent, Mari est mentionné plus de 1000 fois. Donc, cet argument qui consiste à dire c'est pas dans la ville même qu'on va trouver le toponyme, ça ne marche pas. Et de la même manière, lorsque elle disait, lorsqu'il y a la mention sortie ou reçue à Katara, ça ne veut pas dire qu'on soit à Katara. Eh bien, vous vous rappelez ce que nous avons vu pour Tel Leilan, il y avait des textes marqués en quantité Ziga, Ina, Cherna, et la ville s'est révélée être en effet Cherna. Donc là, il y a des postulats méthodologiques qu'il est clairement nécessaire de revoir. Par ailleurs, Stéphanie Dellet concluait, d'après ARM 2, 39, que Karana était la capitale d'un royaume auquel Katara appartenait, ce qui était vrai à l'époque où cette lettre a été écrite. Mais comme les textes de Mari publiés jusqu'alors ne mentionnaient aucun roi de Katara, et que Telrima était manifestement une capitale, eh bien, elle a écarté l'hypothèse que Telrima puisse être l'ancienne Katara. Alors, deuxième point, la candidature de Razama, elle était apparemment plus solide parce qu'on a découvert à Telrima une inscription de fondation qui était ainsi libellée « Sharum Kima Kalima, fils de Anishkibal, constructeur d'un palais au milieu de Razama, sa capitale ». Alors là, c'est vraiment l'écriteau bienvenu à Razama. Mais, il y a un mais, eh bien, les autres éléments ne concordaient pas avec cette identification et surtout, cette plaque a été trouvée hors contexte et dans un niveau qui date du XVe siècle. Donc il s'agit manifestement d'un document qui n'était pas en place et par conséquent, sa valeur probatoire en est réduite d'autant. Et finalement, donc, troisième point, Stéphanie Dellet envisagea l'hypothèse que Telrima soit Karana. Quand on regarde les archives d'Iltani, eh bien, la situation n'est pas décisive, mais elle a surtout accordé de l'importance aux empreintes de sceaux qui ont été découvertes en 1968, et notamment celles de serviteurs de Samsiadou, de Radnurabi, d'Askuradou et de Hagbahamou, ainsi que le sceau d'Askuradou lui-même. Comme Askuradou était connu comme roi de Karana, elle concluait ce témoignage laisse peu de place pour l'hypothèse que Rima soit Razama ou Katara, et donc l'identification de Rima avec Karana est considérée comme virtuellement certaine par la présente autrice. Elle a eu par la suite une opinion un petit peu plus nuancée dans sa contribution au Real Lexicon der Assyriologie. Mais tout a changé lorsque Jean-Marie Durand et moi-même avons découvert sur le fragment de lettre M 13792 l'indication que Radnurabi était roi de Katara. Tout à coup, on voyait que Katara avait eu un roi, et qui plus est que ce roi était Radnurabi, et on a également lu un fragment, une lettre qui à l'époque était inédite, dans laquelle on dit que le pays de Katara avait réclamé que Radnurabi soit restauré sur son trône. Donc, un seul témoignage, on aurait pu dire, mais il y en avait au moins deux, donc nous nous sommes livrés à une relecture attentive des archives découvertes à Telrima et nous avons proposé une nouvelle image de la situation. Sous Radnurabi, la capitale du royaume était Katara, mais le royaume comportait aussi Karana, qui n'était pas le siège d'une royauté. Et puis, quelques années plus tard, la situation s'est inversée avec Askuradou, qui était roi de Karana, mais qui contrôlait également Katara. Et dès lors, il est apparu clairement que Telrima correspondait à Katara, et je reviendrai donc au fur et à mesure sur les arguments que nous verrons au fil des textes.
Il faut donc voir maintenant ce que nous savons de Katara et de sa région depuis l'époque de Samsi-Adou jusqu'au roi Radnurabi. Alors, un préalable, la lecture du toponyme. On lisait traditionnellement Katara avec un seul T. Les textes de Marie ont montré que la deuxième consonne était un T emphatique. Et finalement, une lettre que j'ai publiée dans RM 26.2 montre que la consonne médiane était redoublée, d'où Katara. Mais je ne ferai pas sentir l'emphatique quand je dirai le nom de Katara. À plusieurs reprises, sous le règne de Zimrilim, nous avons des personnes qui firent allusion à la manière dont Samsi-Adou avait conquis cette région en partant d'Ekal-Latoum sur le Tigre. En voici un exemple. C'est comme auparavant, lorsque Samsi-Adou a conquis la ville d'Andarig. La troupe qui se trouvait dans Ekal-Latoum est allée s'installer à Katara et à Larad, et ensuite, la voilà à l'intérieur de la ville d'Andarig. Cette séquence suggère bien qu'en quittant le Tigre, on rencontre dans l'ordre Katara, puis Al-Arad et enfin Andarig, et cela cadre très bien avec l'identification de ces villes, avec Tel Rima pour Katara, Hadail pour Al-Arad et Khoshi pour Andarig, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et arrivé à ce point, il faut dire quelques mots d'une autre fouille pratiquée par les Anglais dans la région au même moment et en lien avec les fouilles de Tel Rima. Il s'agit de Tel Taya, qui est à 6 km au sud-est de Tel Afar, et c'est Julian Reed qui y a mené 3 campagnes entre 1968 et 1972. Alors, Reed s'intéressait surtout au 3e millénaire et il était à ce moment-là devenu évident qu'on ne pourrait pas atteindre les couches de cette époque à Tel Rima facilement en raison de l'importance des occupations postérieures. Mais chemin faisant, il a découvert 2 tablettes paléo-babyloniennes datées par un éponyme et scellées par un personnage qui s'appelle Hassidanum et qui est décrit comme fils de Anzanum et serviteur de Samsi-Adou. Les textes ont été publiés par Postgate et leurs données réévaluées récemment par Denis Lacambre. Ce dernier a montré que l'éponyme qui date ces tablettes est antérieur à la prise de Marie par Samsi-Adou. Et comme une de ces tablettes mentionnait le toponyme de Zamiyatoum, connu par les archives de Marie, Postgate avait suggéré que Zamiyatoum devait être le nom antique de Tel Taya, mais il y a quelques années, Benjamin Volmer a montré qu'il s'agit plus vraisemblablement de Tsubatoum. Pendant plus de 15 ans, Hassidanum a été une sorte de gouverneur de toute cette région située au sud du Sinjar, alors même que certains rois avaient été maintenus en place par Samsi-Adou, comme Samu-Adou, sur lequel nous reviendrons. Et bien que la zone n'ait pas fait partie du royaume de Marie, Hassidanum tenait Yasmaradou au courant de certains événements. Parmi les 11 lettres dont il est l'auteur et qui ont été retrouvées à Marie, je relève celle-ci. « Dis à mon seigneur Yasmaradou, ainsi parle Hassidanum ton serviteur, j'ai pris connaissance de la tablette que mon seigneur m'a fait porter. Il n'y a plus de bœufs ou de moutons à l'intérieur du pays. Ils ont été évacués et se trouvent à la limite de la steppe. D'autre part, les ânes de mon seigneur, et puis là on a une importante lacune, et la lettre se termine ainsi, en sorte que les campagnes de Karana entrent à Karana, les campagnes de Katara à Katara, les campagnes d'Appaya à Appaya, le pays se trouve rassemblé aux villes fortes, que le cœur de mon seigneur ne soit nullement inquiet. » Donc on voit que les habitants de la région et leurs troupeaux doivent entrer dans 3 villes fortifiées qui sont manifestement les 3 les plus importantes du secteur, Karana, Katara et Appaya, et cette dernière est sans doute à identifier à la ville d'Apoum du sud du Sinjar, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. On ne sait pas dans le détail ce qui se passa dans la région au sud du Sinjar après la mort de Samsi-Adou, mais on voit Radnurabi figurer parmi les rois de la région depuis au moins l'an 3 de Zimrilim. L'identification de Radnurabi comme roi de Katara
que nous avions établie avec Jean-Marie Durand en 1987, eh bien, elle a été confirmée par une lettre de Rali Radoun récemment publiée. Des messagers de Radnurabi, l'homme de Katara, et de Simar Ilané, qu'on sait être le roi de Kourda, sont arrivés ici et m'ont rejoint. Il faut encore préciser que, du point de vue géographique et tribal, la région de Katara-Karana appartenait au Numra, donc au même ensemble que Kourda, au contraire d'Andarig, qui, vous vous rappelez, relevait du Yamutbal. Lorsque les Echnounéens ont envahi la Haute-Mésopotamie en l'an 4 de Zimrilim, eh bien, ils ont été pris dans une sorte d'engrenage géopolitique et cela les a menés, nous l'avons vu, jusqu'à Shubat-Enlil. Dans un premier temps, les interlocuteurs de Zimrilim lui écrivirent leurs craintes. C'est le cas notamment d'Ibalpiel. « J'ai entendu dire que Yarira Aboum avait quitté le sire d'Eshnouna. Monseigneur sait que cette maison est pleine de tromperies. Il est à craindre qu'elle ne soit que ruse et duperie envers Monseigneur jusqu'à ce qu'elle prenne Andarig. Une fois qu'elle aura pris Andarig, elle se tournera vers Kourda, ensuite elle franchira le Sinjar et tout le pays du Shubartum lui criera « Vive Monseigneur !» Je l'avais déjà lu cet extrait, mais la suite, c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui. Cette maison s'est mise à faire en tout point comme Samsiadou, elle ne cesse de fixer ses frontières, elle a prié Kallatoum, elle a installé son camp contre Katara et Al-Arad, et la ville qu'elle prendra, elle l'annexera. Et de fait, les Echnounéens s'installèrent à Katara. C'est ce qu'écrivit à Zimrilim un des généraux babyloniens que Hammurabi avait placé à la tête des troupes envoyées pour aider à résister à l'ennemi echnounéen. L'Echnounéen s'est installé à Katara. 2 déserteurs s'en sont enfuis et ils nous ont donné cette nouvelle. L'Echnounéen passe l'hiver dans Katara et c'est vers la région de Shubat-Enlil qu'il se dispose à marcher. Et l'ensemble des 5 généraux babyloniens écrivit un peu plus tard à Zimrilim. Vous allez voir que leur lettre trahit l'embarras du scribe qui désigne par seigneur tantôt le roi de Babylone, tantôt le roi de Mari, auquel les expéditeurs s'adressent parfois à la 2e personne, contrairement à l'étiquette de l'époque. Donc je précise, entre parenthèses, de qui il s'agit. Que notre Seigneur, donc Zimrilim, vienne soit à Katunan, soit à Kourda, et que Karnélim ait une entrevue avec notre Seigneur, et que notre Seigneur le réconcilie avec les rois ses frères, de sorte qu'il, c'est-à-dire notre Seigneur Zimrilim, puisse expulser les garnisons echnounéennes qui sont installées à Andarig, Katara et à Lahad, et arracher du pays du Shubartum la griffe de l'Echnounéen, pour que notre Seigneur acquiert une grande gloire. Et que notre Seigneur Zimrilim renvoie la vaillante armée que notre Seigneur Hammurabi t'a envoyée et qui est là depuis plus d'1 an. Car notre Seigneur Zimrilim a déjà acquis une grande gloire. Alors, ces très grandes entreprises que tu as menées, puisse notre Seigneur Hammurabi les entendre et s'en réjouir. Vous voyez ce que je vous disais de la rédaction du texte, mais le contenu est clair, ces généraux en ont assez d'être dans la région et ils souhaiteraient qu'une bonne fois pour toutes, l'affaire soit réglée et qu'ils puissent retourner chez eux. Finalement, Radnurabi réussit à rentrer dans sa capitale et de fait, les fouilleurs de Tel Rima découvrirent dans la salle 2 du palais 9 lettres adressées à Radnurabi et qu'on peut dater de la fin de la guerre, donc au moment où il est rentré à Katara. C'est encore un argument pour l'identification de Tel Rima avec Katara. 3 de ces lettres ont été envoyées par le roi de Mari Zimrilim, et il est intéressant de noter qu'on a aussi retrouvé un fragment d'enveloppe avec l'empreinte du sceau numéro 1, et c'est cet exemple, ainsi que quelques autres, qui m'a permis de montrer, lors d'un colloque à Chicago, que Zimrilim utilisait le sceau dit numéro 1 pour sceller son courrier, alors que les textes administratifs étaient scellés avec un sceau différent, le sceau numéro 2. Dans une de ces lettres, Zimrilim proposa à Radnurabi la conclusion d'une alliance lors d'une rencontre à Katunan. C'est exactement ce que lui suggéraient les généraux babyloniens dans la lettre que je viens de lire.
Dit à Hadnourabi, ainsi parle Zimrilim. J'ai écouté ta tablette que tu m'as fait porter. Précédemment, tu m'envoyais plein de messages pour que l'on se rencontre à Katunan en ces termes. Monte là-bas jusqu'à Katunan. Et moi, ici où je suis, je prendrai la tête des rois mes frères, qui sont en bons termes avec moi, afin que nous tuions l'Anon et que nous placions entre nous un serment par les dieux. Voilà ce que tu n'as cessé de m'écrire. Voilà la réponse que je te fais maintenant. Et puis là, malheureusement, il y a un passage endommagé. Et Zimrilim continue. Aujourd'hui même, je vais à Sagaratoum. De Sagaratoum à Katunan, ma route fait combien? Je vais marcher 20 ou 30 doubles lieues. Or toi, tu rechignes à une distance de 4 doubles lieues de marche, et voici ce que tu m'écris, voyons-nous dans la steppe, viens, nous nous verrons dans la steppe. Et Zimrilim complète en disant, mais l'armée est nombreuse, où y aura-t-il la possibilité de boire l'eau qu'elle doit boire? Les soldats ne doivent pas faire grise mine. Maintenant, si tu as vraiment de l'amitié pour moi, prends la tête des rois qui sont en bons termes avec toi, et voyons-nous, moi-même et Canaan et un serment par les dieux soient placés entre nous et que nous instaurions la paix. On a ici un exemple de plus où la conclusion d'une alliance se fait en réunion et on prévoit l'immolation d'un Anon pendant que les paroles du serment doivent être prononcées par les rois présents. Je vous renvoie pour plus de détails à mon livre « Tu es de mon sang ». Et comme souvent avec les lettres, on ne sait pas finalement ce qui a été réalisé. Ce qui est sûr, c'est que, avec la retraite des Eshkounéens, les coalisés ont pu finalement rentrer à Shubat-Enlil et piller les trésors qui remontaient à l'époque de Samsi-Adou et qui s'y trouvaient toujours. Et la lettre au BTR 5, écrite par le roi de Kourda Bounou-Eshtar à Hadnourabi, lui reproche de ne pas avoir fait parvenir sa part du butin au roi de Mari, Zimrilim. Le temps passe et, dans le courant de l'année 11 de Zimrilim, Hadnourabi subit un revers majeur. Sans qu'on sache pour quelle raison, Zimrilim lui retira la ville de Karana et il y installa comme roi un certain Ascour-Adou. Entre les années 11 et 13 de Zimrilim, on possède dans les archives de Mari 5 références à un Ascour-Adou qualifié de roi de Karana. Alors, juste un mot sur son nom. Pendant longtemps, on l'a lu mécaniquement Ashkour-Adou avec un shin et un k. Et c'est Jean-Marie Durand qui a proposé une étymologie rapprochant ce nom de celui de Mout Ascour, dans lequel Ascour est une montagne divinisée et qui est sur la même racine SQR que Sikuratum, qui est le mot acadien pour ziggurat, donc quelque chose de pointu, d'élevé. Et donc il a proposé de comprendre le nom Ascour-Adou comme signifiant le dieu Adou, le dieu de l'orage, est élevé. Nous possédons 2 empreintes du sceau d'Ascour-Adou sur un scellement, mais malheureusement l'empreinte n'a pas été complète. On arrive à le déchiffrer, Ascour-Adou, dévot du dieu et la Gamal, et puis la suite n'est pas lisible. Vu la paire divine que l'on connaît à Terka, je proposerai aujourd'hui de restaurer dans la première lacune, donc à la fin de la ligne 2, le nom du dieu Ikshudum, dont la Gamal, dont le nom figure à la ligne 3, était la parèdre. Mais il faut bien avouer que, telle qu'elle est conservée, cette légende de Sceaux ne nous éclaire pas sur les origines de ce roi. On connaît un Ascour-Adou qui fut une sorte de trublion pendant toute la première moitié du règne de Zimrilim, et on n'est pas sûr. Il est possible que ce soit un homonyme de notre Ascour-Adou, qui est devenu roi de Karana. Personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est le même individu. Et un argument me semble être le fait que, à Tel Rima, à côté du scellement au nom d'Ascour-Adou, on en a trouvé un autre avec cette empreinte, Bini Shakim, fils aîné du roi, serviteur d'Ascour-Adou. Autrement dit,
lorsque Ascouradou occupait le trône de Karana, il avait déjà un fils en âge de jouer un rôle dans son royaume. Le nom du père d'Ascouradou n'est pas conservé sur les empreintes de son sceau, mais on sait depuis longtemps que Ascouradou a été fils de Samou-Adou. Or, un Samou-Adou est déjà attesté dans la région du Djebel Sinjar à l'époque de Samsi-Adou. Et donc pendant longtemps, le raisonnement a été le suivant: puisque Ascouradou était roi de Karana, eh bien son père Samou-Adou devait être roi de Karana, et il se serait soumis à Samsi-Adou, qui l'aurait maintenu sur son trône. Mais ces choses ne sont pas si simples. Une lettre publiée par Michael Guichard en 2004 a changé la donne parce qu'elle décrit explicitement Ascouradou comme étant ayant droit au trône d'Andarig. Bel Koussim Shah Andarig. Andarig et pas Karana. Et dans cette lettre, on voit que Ascouradou demandait l'aide du roi de Mari pour chasser Karnilim d'Andarig et s'y installer. L'opération ne s'est pas faite, et pendant des années, Ascouradou a été à la recherche d'un trône, et donc cela finit par arriver en l'an 11 de Zimrilim, non pas à Andarig, mais à Karana. Et les archives de Mari ont conservé un texte tout à fait étonnant, qui est le serment de fidélité que Zimrilim fit prêter par la population de Karana au moment où il a installé Ascouradou comme roi. Si Hagba Hamou ou les principaux serviteurs se rendent coupables d'une faute ou d'un manquement envers Ascouradou, leur seigneur, je jure de le dire le jour même à Ascouradou, je jure de ne pas le lui cacher. S'il se trouve incité Ascouradou, mon seigneur, à la révolte, je jure de le dire à Zimrilim, fils de Yardunlim, roi de Mari et du pays bédouin, et de le lui écrire. Ascouradou, et là, le diable veille, le nom de son père est cassé, mais on peut penser que c'était Samou-Adou, que Zimrilim, fils de Yardunlim, roi de Mari et du pays bédouin, a instauré comme roi sur nous, s'il ne se soulève pas, je n'en considérerai pas un autre comme mon roi. C'est Ascouradou, assurément, qui est mon roi. Je jure de ne pas envoyer de message à Hadnourabi, ni d'en faire envoyer. Alors la fin du texte est extrêmement intéressante, puisqu'elle montre que Zimrilim a procédé en quelque sorte au dépeçage du royaume de Radni-Adou. Au moment où il installait Ascouradou sur le trône de Karana, Hadnourabi occupait encore celui de Katara. Et le but de ce serment, c'était de faire en sorte que la population de Karana se rallie à Ascouradou. Elle devait dénoncer tout éventuel complot contre Ascouradou, et sa fidélité envers le nouveau roi ne pouvait être remise en cause que si Ascouradou se rébellait contre le roi de Mari. Alors, l'autre question que pose ce serment, c'est la place qu'occupait Hagba Hamou dans le royaume de Karana. On le voit en effet nommé avant le groupe anonyme des principaux serviteurs. Eh bien, ce rôle prépondérant se confirme en lisant une lettre envoyée à Zimrilim par Yassim El, qui était à la tête de la garnison mariotte à Andarig, nous l'avons déjà vu. Yassim El décrit dans cette lettre la révolte d'un général d'Ascouradou nommé Koukoutanoum. Koukoutanoum, le général qui, avec Kakia, le Gersekoum, était allé chez Monseigneur, donc à Mari. Ici, à son arrivée, Kakia l'a calomnié auprès de son seigneur, donc Ascouradou, le roi de Karana. On l'a noirci et on l'a chassé de son poste de général en lui disant « Va-t'en, installe-toi à résidence dans ta maison ». Le 5 du mois Liliatoum au soir, l'armée noumrienne a commencé à se rassembler à l'intérieur de Katara. Comme l'armée s'était rassemblée, Koukoutanoum est sorti de sa ville de Noussarou. Il a rejoint le rassemblement de l'armée et il a exposé ses griefs devant l'armée en ces termes. Donc là, c'est le général Koukoutanoum qui parle. « Du fait que j'ai parlé à Hagba Hamou en ces termes, pourquoi cherches-tu à livrer à Ishmedagan, ton seigneur,
c'est-à-dire Ascuradou. Karana est le pays de Numra. Comme j'avais dit cela à Hagbahamou, il m'a calomnié auprès de mon seigneur. On m'a chassé de ma charge de général et il cherche aussi à me faire assassiner. Kukutanoum a exposé cela et beaucoup d'autres choses à l'assemblée de l'armée. Il a monté l'esprit de l'armée et fait se rebeller le peuple contre Hagbahamou, le de son seigneur. Là encore, on aimerait avoir le terme qui décrit les relations entre Hagbahamou et Ascuradou. C'est cassé. Donc, on est au moment où le roi des Kalatoum, Ishmedagan, donc le fils de Samsiadou, cherchait à détourner Ascuradou de Zimrilim pour l'attirer dans son camp. Et le général Kukutanoum accusa Hagbahamou de jouer le jeu d'Ishmedagan, ce qui lui valut des calomnies entraînant sa disgrâce. Et le récit se poursuit ainsi. Or, Hagbahamou a envoyé Kakiya à l'assemblée de l'armée à Katara, dans l'ignorance de ce qui se passait, pour faire les délibérations et le sikkatoum, ça veut dire la mise en route de la campagne. Et ils ont tué cet homme. Le peuple s'est rangé aux côtés de Kukutanoum et ils ont entrepris de s'emparer de Katara. Si ce n'était pas l'armée de Monseigneur qui avait pris position à Katara, alors le pays d'Ascuradou tout entier aurait pu se rebeller. La majorité de l'armée s'était rangée du côté de Kukutanoum. Mais ils ont bien vu que l'armée de Monseigneur, donc l'armée mariotte, avec Yassimel à sa tête, tenait Karana et Katara et qu'ils ne pouvaient rien faire. La troupe rebelle a renoncé sans doute et s'est dispersée, alors Kukutanoum s'est enfui. Ascuradou n'a pas encore obtenu un rapport complet sur l'endroit où Kukutanoum s'est réfugié. C'est le 6e jour que le pays s'était soulevé, le 11e jour, le pays s'est apaisé et a crié « Vive Monseigneur !» Le jour précisément où le pays s'est apaisé, j'ai fait installer les dieux de Monseigneur et ceux de son pays, et j'ai entrepris de faire prêter le serment des dieux aux hommes de son armée et à ses supplétifs. Ces gens-là ont juré en ces termes « Marchons derrière Ascuradou, c'est notre Seigneur ». Autrement dit, renouvellement du serment de fidélité à Ascuradou, dont nous avons vu une première version antérieure. Donc, la révolte suscitée par Kukutanoum a été réduite grâce à la présence des troupes mariottes. Finalement, Kukutanoum, qui s'était réfugié à Andarig, a été extradé vers Karana et à son arrivée, il a été mis à mort par Hagbahamou et son corps exposé dans le pays au titre d'exemple. C'est la lettre ARM 26.2 413. Je vous épargne la lecture du supplice. Vous voyez donc que Ascuradou a eu des difficultés. David Oates, dans son rapport sur la campagne de 1967 à Tel Rima, avait souligné qu'on n'avait pas encore trouvé dans le palais de lettres adressées à Ascuradou. Mais aujourd'hui, nous comprenons pourquoi. C'est parce que Ascuradou était roi de Karana et que Tel Rima était l'ancienne Katara. Alors, il ne faut pas oublier, malgré tout, que l'argument par l'absence n'est jamais une très bonne chose, et rappeler que les niveaux d'occupation du palais se trouvent à 6 mètres sous la surface, et c'est pour ça qu'on a très très peu de photos dans les publications sur Tel Rima du palais, parce que à chaque fois c'était des espèces de puits sur 6 mètres de profondeur, à une époque où on ne disposait pas des drones qui permettent aujourd'hui de faire des vues aériennes magnifiques. Le règne de Ascuradou est donc surtout connu grâce aux archives de Mari et en particulier aux lettres du chef de la garnison mariotte à Karana, Idiyatoum, qui ont été publiées par Bertrand Lafont en 1988. Et si l'on admet qu'Ascuradou souhaitait retrouver le trône d'Andarig d'où sa famille était originaire, eh bien, on comprend aujourd'hui beaucoup mieux sa position à la fin du règne de Zimrilim et la manière dont Ishmedagan a tenté de le ranger dans son camp. On y reviendra lundi prochain.
L'affaire finit manifestement mal pour Ascouradou, puisqu'il n'est plus attesté après le mois 3 de la dernière année de Zimrilim, sans qu'on ait de renseignements sur son sort. Et manifestement, nous allons le voir, Hagbahamou profita de la situation. Et on arrive maintenant à la quatrième et dernière partie de ce cours. Elle va reposer uniquement sur les textes qui ont été découverts dans le palais lors des fouilles de Tel Rima, l'essentiel, comme je l'ai dit, ayant été trouvé lors de la quatrième campagne en 1967. Et lors de ces fouilles, donc, dans les salles 6 et 14 du palais, eh bien, on a retrouvé ce qu'on peut appeler les archives d'Iltani. D'un côté, 151 lettres, dont la plupart sont adressées à Iltani, et puis aussi 53 textes administratifs. Alors, ces tablettes avaient été éditées par Stéphanie Dallet dans OBTR en 1976, comme je l'ai déjà dit, et lorsque Anne-Isabelle Langlois cherchait un sujet de thèse, eh bien, je lui avais suggéré de reprendre ce dossier, puisque près de 40 ans avaient passé depuis la première publication, et les études sur Marie et sa région avaient fait un bond considérable, aussi bien en ce qui concerne la chronologie, l'histoire politique, la géographie. Je vous rappelle qu'entre 1976 et 2016, la documentation paléo-babylonienne publiée a plus que doublé. Et puis le travail devait bien sûr aussi reposer sur la collation des originaux, dont aucune photo n'était disponible, et avec beaucoup de persévérance, Anne-Isabelle Langlois a cherché à se rendre à Bagdad à une époque où ça n'était pas facile. Bon, il y a des hauts et des bas. Et finalement, elle a réussi à se joindre à une mission du musée du Louvre et elle a pu collationner les tablettes en novembre 2011. Et les photos qu'elle a prises sont disponibles sur le site d'Archibab sous la forme de petites vidéos qui permettent de voir les tablettes sous tous les angles, d'une façon qui n'a pour l'instant pas encore de parallèle pour les images de tablettes mises en ligne. Et puis donc sa thèse a été soutenue en 2014, publiée en 2017, et nous mettrons bientôt en ligne le PDF de ce livre en libre accès. Et puis elle a donné un précieux résumé en anglais dans un colloque de 2018 qu'on peut également regarder en ligne. Un des progrès qui ont été réalisés depuis 1976 a trait à la chronologie. Les textes administratifs étaient datés par le système des éponymes, mais à l'époque, on ne possédait aucune liste. Désormais, on connaît la séquence de ces éponymes et leur synchronisme par rapport à la première dynastie de Babylone, et on peut voir donc que tous les textes des archives d'Iltani, eh bien, correspondent à 5 éponymes qui sont contemporains des années 34 à 38 de Hammurabi, c'est-à-dire donc les années 1759 à 1755. Autrement dit, on est juste après la destruction de Marie par les armées babyloniennes. Et ça, c'est intéressant parce que vous vous rappelez que ce qu'on a trouvé à Tel Leilan, c'est encore postérieur, c'est pour l'essentiel contemporain du début du règne de Samsu-Iluna, donc des années plus tard. Qui était donc cette Iltani ? Eh bien, c'est certainement une des personnalités dont on peut dresser le portrait le plus détaillé. Malheureusement, j'aurais pas assez de temps pour tout vous dire, mais je vous invite à regarder sur Archibab la traduction de toutes les lettres qui lui ont été adressées. Alors d'abord, on a la chance de posséder son sceau, qui a été retrouvé sur 6 tablettes et 2 fragments d'enveloppe, et donc qu'on a pu reconstituer en entier. Il avait cette légende: Iltani, fille de Sammu-Addu, épouse de Hagba-Hammu. Donc, vous vous rappelez que Sammu-Addu était le roi d'Andarig à l'époque de Samsi-Addu, et donc Iltani était sa fille, donc une princesse, sang royal. Que s'est-il passé au moment où le royaume de Haute-Mésopotamie a été démembré ? Eh bien, manifestement, la famille s'est exilée à Eshnouna, comme le montre une lettre reçue par Iltani.
Dis à Iltani, ainsi parle Richadou, que Shamash et Marduk te fassent vivre de nombreux jours, qu'Adou et Geshtinana, nos génies protecteurs, t'honorent dans la ville où tu demeures. J'écris pour avoir de tes nouvelles, envoie-moi de tes nouvelles. Bon, ça, c'est la phraséologie habituelle, mais la suite, c'est ça qui nous intéresse. Quand tu résidais à Eshnouna, tu ne t'es jamais souvenu de m'offrir un cadeau honorifique. Tu ne m'as pas encouragé. Maintenant, tu résides à Karana, et il n'y a aucun parmi tous mes frères à qui tu n'as pas fait porter de présent honorifique. Quand le feras-tu pour moi? Pas une unique petite fois tu ne t'es souvenu de mon nom et ne m'as encouragé. Ce message, je ne l'ai pas envoyé pour rien. Je t'ai écrit parce que tu ne t'es jamais souvenu de mon nom. Demande dans mon entourage afin qu'on te dise que mon Seigneur mentionne mon nom. Je réside à Kisura. Sous-entendu, voilà où il faut me faire parvenir le cadeau et les nouvelles que j'attends de toi. Alors, cette lettre au ton pleurnichard, pourrait-on dire, se révèle très importante puisqu'elle nous montre qu'Iltani vécut une partie de son existence en exil à Eshnouna. Mais on relève aussi la mention que sa résidence est à Karana, et c'est en bonne partie à cause de cette lettre que Stéphanie Dallet pensait que Telrima devait être identifié à Karana. On a donc un couple formé par Hagbahamou et son épouse Iltani, et on peut reconstituer l'arbre généalogique de deux familles. Donc ça, c'est l'arbre que Anne-Isabelle Langlois a dressé. Le père d'Iltani, Samouadou, était, comme on l'a vu, roi d'Andarig. Il eut au moins 6 enfants, et l'un des intérêts du dossier, c'est que nous connaissons non seulement les 3 fils de Samouadou, mais aussi ses 3 filles, ce qui n'est pas si fréquent. Donc le fils aîné Askouradou a fini par être roi de Karana, nous l'avons vu. Iltani, c'était sa sœur. Une autre fille de Samouadou, Amat Shamash, était religieuse Naditoum de Shamash Assipar, et une autre encore, la Massani, semble avoir été également religieuse, mais dans la ville d'Achour. Et toutes et tous ont écrit des lettres à leur sœur Iltani, et cette diversité de provenance fait une partie de l'intérêt de ces lettres. Alors, que savons-nous du mari d'Iltani, donc Hagbahamou? Eh bien, nous avons déjà vu qu'il était le premier personnage du royaume de Karana auprès du roi Askouradou, et les archives d'Iltani ont livré des empreintes de 2 sceaux de son époux. Le premier avait comme légende « Hagbahamou devint fils de Rimdi Samas », et il en existe un second qui comporte cette fois 4 lignes. Hagbahamou devint, fils de Rimdi Samas, serviteur de Hammurabi. Et un examen attentif de la disposition des signes montre que ça n'est pas une 4e ligne qui a été rajoutée au sceau numéro 1, c'est un sceau différent. Donc voilà un devin dont le 2e sceau fait un serviteur de Hammurabi, le roi de Babylone, puisque nous avons vu que ses armées avaient envahi le pays après la chute de Mari. Lorsque j'ai présenté en 1984 les archives du devin Askoudoum qui avaient été découvertes à Mari 2 ans plus tôt, dans le petit palais oriental, eh bien, j'avais dressé un parallèle entre ce haut dignitaire et Hagbahamou. Et puis, peu après, Jesper Eidem m'a répondu. Donc, je vais résumer le débat. On a affaire, dans les 2 cas, à des devins qui ont épousé une sœur du roi, Yamama, dans le cas de Askoudoum, qui était la sœur de Zimrilim, et Iltani, dans le cas de Hagbahamou, qui était sœur de Askouradou. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé au moment de la disparition d'Askouradou. La thèse dominante était que Hagbahamou était devenu roi, s'étant rallié à Hammurabi de Babylone, qui dominait la région depuis la prise de Mari. Et un des arguments essentiels que l'on faisait valoir, c'était qu'on avait dans les archives de Telrima des sceaux d'individus qui se décrivaient comme serviteurs de Hagbahamou. Et le plus souvent, on se déclare sur son sceau serviteur d'un dieu ou d'un roi. Mais j'ai pu montrer qu'il y avait aussi des individus qui se déclaraient sur leur sceau serviteurs de hauts dignitaires, et depuis 1984, la liste a augmenté.
puisque Hagbarhamou s'est fait faire un nouveau sceau reflétant la situation politique après la disparition d'Ascouradou, s'il était devenu roi, est-il pensable qu'il ait simplement gardé ce titre de devin? Je ne le pense pas. Et par ailleurs, je ne connais aucun exemple d'un roi de deuxième ordre qui déclare sur son sceau être serviteur du roi dont il reconnaît la supériorité. Le plus simple, par conséquent, c'est de considérer que Hammurabi de Babylone a confié à Hagbarhamou devin l'administration de l'ancien royaume de Karana, mais sans lui conférer un statut royal. Reste un dernier point à examiner. Si Iltani est l'épouse de Hagbarhamou, premier personnage de Karana après la disparition d'Ascouradou, cela ne prouve-t-il pas que Karana est le nom ancien de Tel Rima, où ont été découvertes les archives d'Iltani? Eh bien, la réponse est claire. En réalité, l'époux Hagbarhamou résidait en majorité à Karana et il avait placé son épouse Iltani dans le palais de Katara, où elle devait veiller à la bonne marche du domaine. Et c'est ce que montre la correspondance d'Iltani. Alors pour nous, la séparation très fréquente entre les deux époux, c'est une chance inouïe, parce qu'ils s'écrivaient pour un oui ou pour un non, et nous avons des aspects de la vie quotidienne qui sont illustrés par ces lettres, et qu'autrement, nous ne connaîtrions pas. Alors je laisse tomber ce détail parce que le temps passe et que je veux absolument vous lire deux lettres qui sont tout à fait hors du commun. D'abord une lettre d'un des frères de Iltani, dit à Iltani, ainsi parle Napsuna Adou, que Shamash et Marduk te fassent vivre. Au sujet de ce que tu m'as écrit en ces termes, je t'ai fait porter les petits poissons dont Hagbarhamou raffole. Comme ton mari Hagbarhamou est expert en petits poissons de Katara et Karana, je préfère quant à moi, depuis longtemps, le gros poisson de Shubat-Enlil et Kallatum, Mari et Babylone. Puisqu'il n'y a pas de gros poissons, tu m'en feras porter des petits, mais qui donc les mangera? J'ai l'impression que Napsuna Adou se moque ici gentiment de sa sœur. Pourquoi cela? Eh bien parce que les villes qu'il cite en liaison avec le mari de sa sœur, Katara et Karana, ce sont en effet des villes de deuxième ordre par rapport aux capitales qu'il nomme ensuite, Shubat-Enlil, Ekallatum, Mari et Babylone. Et donc, manifestement, la taille des poissons est proportionnelle à l'importance politique des villes. Le message semble donc être le suivant: ne te prends pas la tête parce que ton mari a été placé à la tête de Katara et Karana par Hammurabi, ce ne sont que des villes de deuxième ordre. Et puis, je ne peux pas ne pas terminer ce cours sans lire et commenter une autre lettre qui sort véritablement de l'ordinaire. Dis à ma maîtresse, c'est-à-dire Iltani, ainsi parle Yassitna Aboum, ton serviteur. Que Shamash et Marduk fassent vivre ma maîtresse de nombreux jours pour moi, fils d'un fantôme. Je vais bien. Jamais des nouvelles de ma maîtresse ne me sont parvenues, et mon cœur ne s'est pas rétabli. À Andarig, tu m'as fait espérer en des oiseaux non chassés en disant « Apprends vraiment l'art scribal, et moi, je te ferai installer dans une maison d'hommes. » Tu m'as fait espérer cela. Tu m'as ôté des os et du sang, et tu as assigné le fils d'un fantôme, moi, à errer au milieu de ma famille. Tu ne t'es pas rappelé ce jour où tu m'as donné confiance et t'es efforcé pour moi. Tu n'as pas fait preuve envers moi de la compassion des femmes. Ne sais-tu pas combien le fils d'un fantôme mérite bien plus de compassion qu'un cadavre? Maintenant, pour l'amour de Shamash, fais une faveur durable au fils d'un fantôme. Puisque je n'ai rien, je ne suis pas susceptible de faire quoi que ce soit pour le palais. Mais que pourrais-je t'écrire de plus? Suis-je plus au courant des affaires que toi? Ne sais-tu pas combien un homme qui, chez lui, n'inspire pas confiance est déshonoré dans le palais où on l'emploie et qu'il est négligé? Toi, ne le sais-tu pas, alors que moi je ne cesse de t'écrire? Comme un père qui n'endurcit pas son regard envers son fils, qu'ainsi ma maîtresse me donne force, à moi, fils d'un fantôme. Comme les hommes font confiance à leur père et à leurs frères, moi je fais confiance à ma maîtresse. Que ma maîtresse ne soit donc pas négligente à mon égard.
Vous voyez donc que dans cette lettre, l'auteur se plaint d'avoir été d'abord encouragé par Iltani, puis oublié par elle et du coup livré au déshonneur. Son autodescription comme fils d'un fantôme fait penser qu'il s'agit d'un orphelin dont Iltani aurait pris soin dès sa naissance. Tu m'as ôté des l'eau, des eaux et du sang. Et puis à qui elle aurait procuré une éducation scribale, mais par la suite, elle s'en serait détachée. Alors une telle lettre, au style très relevé, pose le problème de son statut. Elle a été rangée par Ben Foster parmi les lettres littéraires. Ça me semble une erreur. Ça n'est pas parce qu'une lettre est particulièrement bien écrite qu'il ne faut pas la considérer comme une missive réelle. Je prépare actuellement une contribution sur cette question qui me semble avoir donné lieu à de nombreuses erreurs d'appréciation. Je n'insiste pas. Et puisque nous sommes aujourd'hui au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, je voudrais terminer en soulignant l'étendue et les limites des responsabilités d'Iltani dans la gestion du palais de Katara, en l'absence de son époux retenu par ses affaires à Karana. Alors, je dois quand même commencer par indiquer que Raghbaharamu avait, selon la coutume de l'époque, une deuxième femme, nommée Yataraya, et c'était elle qui vivait à Karana. Et donc, Raghbaharamu était tantôt à Karana, auprès de Yataraya, et tantôt à Katara, auprès de Iltani. Et bien entendu, le jour où on sera sûr de là où se trouve Karana, eh bien, dans le palais, on devrait trouver des lettres de Raghbaharamu à Yataraya, qui seront bien évidemment intéressantes. Et on voit que la gestion du domaine consistait pour Iltani avant tout à superviser la production de textiles dont son mari réclamait régulièrement l'envoi, et puis elle devait également veiller à la bonne gestion des champs. Je vois qu'il est temps que je m'arrête. La semaine prochaine, ce sera notre dernier cours pour cette année, et nous nous intéresserons aux villes d'Achour et d'Ekalatum. Je vous remercie de votre attention.